Donc, bonjour à tous et bienvenue au webinaire de l'USTV. Donc, juste avant de laisser la parole à nos orateurs du jour, je voulais juste vous rappeler que la semaine prochaine, donc le 14 avril, il y a un colloque spécial sur les vitraux qui a lieu à Paris, à Jussieu. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'USTV pour vous inscrire parce que l'inscription est gratuite, mais elle est obligatoire pour participer à ce colloque. Voilà, c'était juste le petit rappel. Maintenant, je laisse la parole à Hervé Vézin pour introduire nos orateurs. Merci. Bonjour à tous. Donc, d'abord, merci de m'avoir invité pour modérer cette session consacrée en fait à la spectroscopie RPE et son application à l'étude des vers. Donc, pour ce webinaire, nous avons la chance d'accueillir deux orateurs. Donc, Nadège Ollier, qui est directrice de recherche au CEA, qui travaille au laboratoire IRAMIS, et donc qui va nous faire un petit peu un overview sur l'ensemble des techniques qui peuvent être mises en œuvre pour étudier les vers, que ce soit des vers qui ont des compositions à base de métaux de transition ou de terres rares, mais aussi des vers qui contiennent des défauts. Et puis notre deuxième orateur, François Trompier, qui est chercheur à l'IRSN, qui lui est un spécialiste de tout ce qui est dosimétrie, nous montrera au travers des problématiques de la dosimétrie, en fait, pourquoi les vers peuvent être intéressants comme outil pour la dosimétrie rétrospective. Donc voilà, merci à tous d'être là. Et puis, sans attendre, je vais donner la parole à Nadège. Merci, alors, Hervé. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans le chat et en fin des exposés, je relayerai vos questions aux orateurs respectifs. C'est bon, Nadège. Ok, merci Hervé pour cette introduction. Donc en effet, on est réunis ici aujourd'hui pour parler de RPE, donc de résonance paramagnétique électronique. Et donc l'idée, c'est de vous donner quelques exemples d'utilisation, qu'est-ce que cette technique peut apporter dans l'étude des vers. Donc, comme l'a dit François, on va faire cet exposé à deux. Donc, pour ma part, je vais donner les grandes lignes de la méthode, sans rentrer trop dans les détails non plus. Et puis, je prendrai quelques exemples d'études concernant les ions de transition, les terres rares et les défauts ponctuels. Et puis, François terminera cet exposé d'ici une demi-heure pour parler plus en détail de dosimétrie. Et en particulier, il vous montrera comment les verres de smartphone peuvent justement être des potentiels dosimètres. Alors, la résonance paramagnétique électronique, c'est un petit peu la petite sœur de la résonance magnétique nucléaire. Je dirais les principes physiques sont très proches, si ce n'est qu'on va travailler à des champs magnétiques beaucoup plus faibles qu'en RMN. On va être plutôt en dessous du Tesla pour la bande X et à des fréquences, par contre, beaucoup plus élevées qu'en RMN. Alors, le principe physique de la RPE, lorsqu'on va placer une espèce paramagnétique qui peut être définie en fait comme une espèce qui contient un spin non apparié. Donc dans ce champ magnétique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle l'effet Zeeman, qui correspond en fait à une levée de dégénérescence des niveaux de spin. Donc ça, vous avez un exemple pour un spin 1,5. Et on va pouvoir on va pouvoir engendrer des transitions entre ces niveaux de spin en fournissant une certaine énergie, donc un champ micro-ondes H nu qui va être égal à G mu B H. Et en fournissant cette énergie, en RPE, nous, on va être capable d'observer la dérivée première de la puissance absorbée. Donc, c'est en fait ce qu'on observe sur le spectre RPE. Alors, oui, alors j'ai un petit souci parce que je ne vois pas très bien mon écran, j'ai trop de choses. Donc je fais un peu de ménage. Voilà. Alors, en ce qui concerne... Je vais aussi bouger ça. Je vais montrer ici, voilà, pardon. Voilà, donc en ce qui concerne, on a cette relation H nu égale G bêta H, et ici, ce qui va vraiment nous... Alors, en RPE, on va travailler à fréquence fixe et on va faire varier le champ magnétique pour observer justement ces résonances. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce facteur G, qu'on appelle facteur de Landé, qui est en réalité un tenseur. Et la valeur de ce facteur G va nous permettre d'identifier l'espèce paramagnétique et également nous donner des informations sur la symétrie du site. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement,
plus la symétrie va être faible, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans les verres, plus le spectre RPE va être complexe avec 3 composantes, Gx, Gy, Gz, alors que pour des sites de symétrie axiale, on va avoir 2 composantes, G parallèle et J perpendiculaire, voire dans des symétries isotropes, on aura une seule composante. Alors, ce qui va venir aussi complexifier le spectre RPE, mais à la fois nous donner des informations très intéressantes, c'est ce qu'on appelle l'interaction hyperfine. C'est l'interaction donc entre le spin électronique et les spins nucléaires qui sont au voisinage du spin électronique. Et donc cette interaction hyperfine va rajouter un terme à l'hamiltonien. Et ici, vous avez un exemple sur cette figure. Donc, pour un spin 1,5 et un spin nucléaire de 1, on va avoir, au lieu d'observer donc une seule raie, donc ça c'est dans le cas où on a une raie isotrope, vous voyez qu'on va avoir à ce moment-là 3 transitions. Donc, on va avoir trois composantes sur le spectre RPE. Alors, comme on le verra, cette interaction hyper fine, elle peut, évidemment, c'est très pertinent de pouvoir l'exploiter pour pouvoir sonder l'environnement des spins électroniques, et notamment par RPE pulsé. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais vu de spectromètre RPE, en fait, voici à quoi ça ressemble. Donc, on a donc le champ magnétique est délivré par un électroaimant. Vous avez, donc c'est beaucoup moins volumineux justement qu'un spectro-RMN, hein, comme les champs magnétiques sont beaucoup plus faibles. On a ici un pont hyperfréquence qui est relié ici, vous avez un guide d'onde qui est relié à la cavité résonante et en général donc on va placer donc l'échantillon dans un tube qui est pas représenté ici, hein, un tube en quartz et on va mettre je dirais quelques millimètres cubes de verre qu'on va placer au centre ici de l'entrefer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la RPE donc, est une technique qui est quasi non destructive, puisque, hormis le fait que vous mettez votre échantillon dans le tube, vous allez pouvoir récupérer votre verre intact. Et c'est une technique qui est quantitative, donc c'est un très gros avantage de cette technique, puisqu'on peut utiliser des étalons pour arriver à déterminer des concentrations en espèces paramagnétiques. Et c'est également une technique qui est très sensible. Alors, les espèces paramagnétiques, je dirais que donc, on peut mesurer donc, par RPE, détecter donc, certains ions de transition, certaines terres rares, des ions métalliques également, des radicaux libres et des défauts ponctuels. Alors, je vais commencer par vous donner quelques exemples sur les ions de transition. En effet, vous savez que les ions de transition sont des ions, je dirais, très pertinents qui intéressent beaucoup les gens qui travaillent sur le verre, notamment pour tout ce qui est coloration des verres. Puisque la coloration va dépendre à la fois de l'état de valence, mais également de l'environnement, de la symétrie des sites de ces ions de transition. Et ces deux informations, justement, qui peuvent être apportées par résonance paramagnétique électronique. Vous avez ici sur la droite donc, un verre qui a une coloration bleu-cobalt. Et effectivement, le cobalt de plus, c'est un ion qu'on va pouvoir justement mesurer par RPE, mais seulement à très basse température. Oui, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, effectivement, c'est les aspects de relaxation spin réseau. En fait, si la relaxation spin réseau est très rapide ou plus lente, en fait, on va pouvoir mesurer certains ions à température ambiante ou malheureusement, souvent à très basse température seulement. C'est le cas, par exemple, de la plupart des terres rares, mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors ici, c'est un autre exemple qui concerne deux éléments, le manganèse et le fer, hein, qui sont omniprésents, je dirais déjà même dans les verres, typiquement les verres archéologiques. Donc, donc on voit sur la droite un spectre qui correspond à l'espèce, donc au manganèse de plus. Donc on voit l'évolution en fait de ce spectre du manganèse qui résonne à G égale 2. Et on voit que quand on abaisse en fait la teneur en manganèse, hein, c'est pour différentes teneurs en manganèse, vous voyez justement l'apparition ici en fait d'un sextet, vous voyez 6 composantes qui correspondent justement à l'interaction hyper fine dont je vous parlais, puisque le spin nucléaire en fait, du manganèse est un spin 5,5. Alors ici sur votre gauche, vous voyez donc ce sont en fait des spectres RPE de différents verres
de l'époque romaine. Donc, ce sont des verres incolores. Donc, l'idée, là, c'était de regarder justement comment avaient été, je dirais, décolorés ces verres, puisque le manganèse est connu comme étant ce qu'on appelle le savon des verriers, hein, était utilisé dans l'Antiquité pour décolorer les verres. Et on voit effectivement, là, lorsqu'on augmente la teneur en manganèse, on voit la bande ici, la composante donc, du manganèse de plus qui augmente à G égale 2. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir également le fer 3+, donc à G égale 4,3 ici. Et on a une toute petite composante ici à G égale 2 correspondant au fer 3+. En général, lorsque le fer est très concentré, on va avoir justement, lorsqu'on a des interactions entre les ions fer 3 à fer 3, on va avoir une petite composante ici à G égale 2. Alors, quand vous regardez la littérature, vous verrez que finalement, je dirais, les études concernant les ions de transition dans les verres commencent à dater pas mal. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, notamment par certaines équipes russes, comme l'équipe de Bogomolova dans les années 80-90, où ils sont vraiment allés, je dirais, ils ont travaillé, ils ont vraiment fait des études assez poussées. Mais ce n'est pas des choses qu'on rencontre couramment dans la littérature. Et notamment sur l'exemple du cuivre de plus, on peut voir donc le cuivre de plus occupe une symétrie donc, axiale dans les verres. Hein, donc on a une composante G parallèle et G perpendiculaire. Et ils sont allés jusqu'à justement étudier l'évolution, par exemple, de la composante G parallèle pour différents systèmes vitreux, que ce soit donc, des phosphates ou des verres plutôt silicates, et regarder l'impact, l'évolution de l'environnement donc de cette composante avec, par exemple, la teneur en alcalin. Et afin d'aller justement plus loin sur pouvoir caractériser vraiment en fait, l'environnement de l'ion cuivre de plus, dans ce cas-là, ils ont également utilisé justement l'interaction hyperfine, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la composante ici G perpendiculaire, on voit des petites oscillations qui correspondent justement à l'interaction hyperfine des ions cuivre 3+, avec les atomes de fluor, ça c'est dans des verres fluorés, et ils peuvent, en étudiant les paramètres de cette interaction hyperfine, arriver à déduire justement que l'environnement du cuivre se trouve dans un octaèdre de type distordu. Alors à présent, je vais vous donner un exemple un peu plus détaillé. Donc ça, c'est sur le titane 3+. Donc le titane 3+, c'est un ion paramagnétique qu'on ne trouve pas couramment dans les verres. Hein. En général, dans les verres, le titane est sous forme 4+. Mais à part certains verres, comme par exemple les verres lunaires, où on va pouvoir retrouver du titane 3+. Donc nous, on avait fait une étude il y a une dizaine d'années, c'était dans le cadre de la thèse de Pierre Lombard, pour étudier justement dans quel environnement pouvait se placer le titane 3+, dans des verres borosilicates, mais également dans des verres silicates. Donc là, je vais vous donner seulement les résultats concernant les borosilicates. Donc une petite précision d'ailleurs, donc pour les ions titane 3+, justement, la RPE doit être faite vraiment à très basse température, hein, sinon effectivement à température ambiante, en général, on ne peut pas observer le titane 3+. Donc là, ce que vous voyez sur cette figure, vous voyez l'impact de la composition du verre et notamment de la teneur en sodium. C'est pour différents borosilicates, on voit effectivement des spectres RPE correspondant au titane 3+, très contrastés selon la teneur en sodium. Donc, on avait pu déjà mettre en évidence qu'il y avait effectivement un gros impact de la composition sur la variété des sites qu'on pouvait produire. Alors, je n'ai pas oublié de préciser, hein, mais le titane 3+ dans cette étude était réduit à partir du titane 4+ sous irradiation. C'est-à-dire qu'on allait piéger un électron et former du titane 3+ sous irradiation. Alors, ce qu'on avait pu mettre en évidence également, c'était un fort effet de la dose d'irradiation sur l'environnement du titane. Donc, ça se voit très, très bien. Voilà, donc ce qu'on voit ici, c'est effectivement un spectre RPE d'un verre borosilicate qui n'a pas été irradié. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que vous voyez qu'il n'y a absolument pas de composante. En effet, on n'a pas de titane 3+ dans ces verres puisque le titane est sous forme 4+. Donc, la dose, c'est 0 degré. Quand on va augmenter la dose d'irradiation,
vous voyez le signal du titane 3+ qui apparaît, un signal dont je parlerai un petit peu plus en détail par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ce signal, alors évidemment, il augmente parce qu'on forme de plus en plus d'ions titane 3+ avec la dose, mais surtout, à partir d'une certaine dose, vous voyez que le signal évolue très, très nettement, et il évolue encore quand on continue à augmenter la dose. Donc, c'était assez intéressant de voir, donc je vous ai mis ici 2 doses différentes, 3,17 Gray et 2,10 puissance 9. Donc, ce qui était intéressant dans ce travail, c'est qu'on voyait qu'en modifiant la dose d'irradiation, on pouvait arriver à générer et à contrôler justement l'environnement du titane 3+ dans ces verres. Alors, pour aller plus loin, parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit ça, on est content, mais en fait, pour pouvoir interpréter l'environnement des ions titane 3+, il a fallu faire la simulation. Donc, effectivement, vous voyez ici donc, le spectre expérimental tout en haut, le spectre simulé, et ce spectre simulé, en fait, est la somme de 3 spectres RPE correspondant à des environnements du titane très spécifiques. Donc, dans ce travail, Pierre avait pu aller assez loin et puis identifier effectivement un environnement de type octaédrique pour le titane 3+, et 2 environnements en coordination 5 différents. Donc, c'était juste, pourquoi je vous ai pris cet exemple, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, souvent, si on veut aller un peu plus loin pour vraiment arriver à comprendre dans quel type d'environnement, quel type de symétrie sont les ions paramagnétiques dans les verres, il faut quand même aller assez loin, c'est-à-dire que c'est très difficile. Si vous faites un spectre chez vous, vous allez avoir ce spectre RPE, mais ce n'est pas du tout intuitif de penser qu'il y a 3 types d'environnements et d'arriver à sortir en fait la somme de ces 3 sites. Il faut faire pas mal d'études pour ça. Là, typiquement, ça a pris 3 ans pour pouvoir bien caractériser tous les types de sites qu'on pouvait former dans toutes les conditions. Donc, c'était pour montrer que ce n'était pas forcément très, très évident. Alors à présent, je vais passer à mon deuxième exemple qui concerne les ions terres rares. Donc, vous savez tous que les terres rares sont particulièrement intéressantes, notamment pour tout ce qui est propriétés optiques dans les verres, puisque les terres rares luminescent et qu'il y a des applications diverses, comme par exemple les applications laser, ou également pour amplifier la lumière. C'est le cas des ions erbium dans les fibres. Donc, les terres rares peuvent être aussi, je dirais, on peut obtenir des informations sur l'environnement des terres rares dans les verres, mais vous allez voir également qu'il faut pousser un peu ces études. Alors, il y a 2 terres rares, je dirais, qui sont plus faciles à caractériser par RPE parce qu'on peut les mesurer à température ambiante. Ce sont donc le gadolinium 3+ et l'europium 2+, qui sont isoélectroniques. Donc, vous avez effectivement donc, sur la gauche la signature des ions europium 2+, et sur la droite du gadolinium 3+. Vous pouvez constater que c'est exactement effectivement le même spectre RPE. Et en général, ce qu'on met en évidence dans les verres, c'est qu'on a 2 types de sites. Donc, on a en fait 3 composantes qui correspondent à un premier site et un deuxième site avec la composante à G égale 4,6. Donc, ces éléments peuvent être caractérisés assez facilement par RPE à température ambiante. Alors, ce qui n'est pas le cas pour les autres terres rares, parce que là, il va vraiment falloir travailler en dessous de 10 K en général. Et donc, j'ai voulu prendre l'exemple de l'ion ytterbium 3+. Alors, quand vous regardez en fait, je dirais la littérature, vous verrez peu d'études par RPE, en tout cas dans les verres, évidemment, sur les terres rares, en tout cas par RPE continu. On verra qu'il y a beaucoup plus d'études par RPE pulsé. Mais je voulais quand même vous donner cet exemple qui était, on avait essayé, donc c'était dans le cadre d'une thèse aussi, essayer de voir ce que la RPE pouvait apporter pour mieux comprendre, en fait, pour mieux caractériser l'environnement des ions ytterbium 3+ dans des verres. Donc ça, c'était dans des verres aluminosilicates. Donc on a ici donc, les spectres RPE fait à très basse température. Et ce qu'on voyait déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on augmentait la teneur en aluminium, on voyait que la symétrie du site évoluait drastiquement. Donc, on passait plutôt d'une symétrie, donc je dirais, c'est par exemple le spectre en rouge, qui était proche de ce qu'on retrouve dans les cristaux, une symétrie proche de type cubique, à une symétrie très diverse quand on a augmenté l'aluminium. Donc, lorsqu'on compare justement le spectre RPE en fait, d'un de ces verres aluminosilicates, donc le spectre RPE des ions ytterbium 3+, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait qu'en le comparant à l'environnement, à ce qu'on obtenait dans des verres phosphates ou également dans une fibre optique
avec un cœur très dopé en phosphore, on voyait que la symétrie des ions de l'environnement, donc des ions ytterbium 3+, était très similaire pour ces 3 verres. Alors, ce qu'on avait également comme information, c'est qu'on a pu obtenir des informations également sur la présence de clusters. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup effectivement les gens qui font des propriétés optiques, puisque la présence de clusters de terres rares va modifier notamment les temps de vie. Et en général, on n'a pas très envie qu'il y ait des clusters. Donc on avait pu mettre en évidence ces clusters par 3, je dirais, par 3 biais. La première, c'est qu'effectivement, je vous ai dit que la RPE, c'était une méthode quantitative. Donc, effectivement, on s'attend, quand on a le même dopage, la même concentration en ions ytterbium, à avoir la même intensité en fait, des raies RPE. Et on voyait qu'effectivement, dans 2 types de verres, on avait une intensité de signal beaucoup plus faible. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de détecter tous les ions ytterbium 3+. Donc, il y a des ions, effectivement, qui vont relaxer différemment, donc probablement sous forme de cluster. Et ce qui nous avait également... pourquoi on avait également suspecté la présence de clusters, c'est que vous voyez ce petit épaulement sur la figure de droite, donc à peu près à 1000 Gauss. Ce petit épaulement également nous informait de la présence de clusters. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant de noter que sur le spectre RPE de l'erbium 3+, qui est également paramagnétique, on voyait également la présence de ce petit épaulement, et donc on forme tout autant de clusters avec l'erbium qu'avec l'ytterbium dans les mêmes types de verres. Alors, on avait également une dernière signature des clusters. On avait pu obtenir ça par RPE pulsé. Donc, je vais en dire un mot après par la suite. Et on voit qu'on a un petit signal à 0 Gauss, en fait, qui correspondait justement à la présence d'un signal de type ferromagnétique, et donc qui nous confortait toujours dans le fait qu'effectivement, dans certains types de verres, on pouvait mettre en évidence ces clusters de terres rares. Alors justement, donc la RPE pulsée, donc c'est une technique en fait, donc qui est évidemment, enfin, ça fait toujours partie de la famille de la RPE, mais au lieu de travailler en onde continue, on va avoir une onde pulsée qui va permettre, en fait, exactement comme en RMN, de générer un écho de spin. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant pour plusieurs choses, mais notamment parce que ça va pouvoir nous donner des informations justement sur les temps de relaxation et également sur l'interaction hyperfine. Donc, je rappelle donc l'interaction hyperfine, l'interaction entre le spin électronique et les spins nucléaires qui sont au voisinage de ces spins électroniques. Et donc, on peut avoir ces informations parce qu'effectivement, quand vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur la figure du bas, vous voyez que la décroissance de l'écho de spin est en fait modulée par l'interaction nucléaire. Et donc, on va pouvoir, en soustrayant l'écho de spin et en effectuant une transformée de Fourier, vous voyez apparaître ici des pics, et la fréquence en fait, de ces pics va nous renseigner sur la nature des atomes qui environnent la Terre rare. Donc ça, c'est ces méthodes de RPE pulsée. Hein. D'ailleurs, vous avez donc Hervé Vezin est un spécialiste en France de la RPE pulsée. Ces méthodes maintenant sont de plus en plus utilisées, et je vais vous donner quelques exemples justement dans les verres. Voilà, alors le premier exemple que je voulais vous donner, c'est toujours sur les ions ytterbium 3+, et on avait réalisé une étude qui visait à comprendre, en fait, à essayer de comprendre quel était l'environnement des ions ytterbium 3+ dans une préforme de fibre optique. Et notamment, ce qu'on voulait comprendre, c'est est-ce que le dopage du cœur de cette préforme était dopée avec de l'aluminium et du phosphore, est-ce que notamment le ratio, c'est-à-dire les teneurs respectives en aluminium et phosphore, allait impacter l'environnement des ions ytterbium 3+. Donc ça, c'était une étude qu'on avait menée il y a 10 ans, donc à la fois par RPE continue, mais vous allez voir que la RPE continue, dans ce cas-là, ça nous donne déjà des informations, mais pas suffisantes. On avait vu effectivement qu'on avait 2 types de sites. Donc ça, c'est la RPE des ions ytterbium 3+, hein, faite à très basse température. On voyait effectivement la signature de 2 spectres RPE très différents, ce qui nous indiquait qu'effectivement, selon si le phosphore était en quantité supérieure à l'aluminium ou inférieure, on avait des environnements très distincts pour la Terre rare. Alors, pour aller plus loin, on avait réalisé des mesures de RPE pulsée, d'ailleurs au laboratoire au LASIR, hein, avec Hervé.
Et on avait justement, donc ici, vous avez une figure qui vous montre l'écho balayé en champ magnétique. Et vous voyez qu'effectivement, le maximum en fait, de l'écho va se déplacer et est très sensible justement à la teneur en phosphore et en aluminium. Donc ça nous montrait qu'il y avait vraiment une très grande variété des sites et que la terre rare allait être très sensible justement à la concentration en phosphore et en aluminium. Alors pour identifier plus précisément la nature de ces sites, on a réalisé des mesures donc iScore, donc c'est toujours de la RPE pulsée, mais en fait c'est du 4 pulsésime. Hein. En général, on fait du 3 pulsésime pour ce que je vous ai montré précédemment. Et donc ce sont des séquences un peu plus complexes qui vous donnent donc des spectres en 2 dimensions. Et notamment, donc un peu comme un MQMAS. Hein. Et on avait pu mettre en évidence qu'effectivement, quand l'aluminium était supérieur au phosphore, la terre rare, en fait, allait non seulement effectivement voir de façon privilégiée les atomes d'aluminium, mais également les atomes de silicium. Donc ça nous indiquait également que probablement, on avait une très forte présence également de clusters, parce qu'on sait que dans la silice, les terres rares se dissolvent pas très, très bien. Et ça, c'est un résultat d'ailleurs qui était pas du tout contre-intuitif, puisque effectivement, dans la littérature, ce qui était communément raconté, c'est que l'aluminium était très utile en général pour dissoudre les terres rares dans les verres. Et on voit que finalement, l'aluminium est assez peu efficace, contrairement au phosphore, qui effectivement, quand le phosphore prédomine dans la composition, on voit effectivement principalement la tâche du phosphore. Donc, on voit que le phosphore est par contre, très efficace pour dissoudre la terre rare. Alors, quand vous regardez dans la littérature, donc là, je vous renvoie à un papier récent, hein, c'est un papier de revue de Helmut Eckert, qui a fait un beau papier avec ses collègues brésiliens sur un papier de revue sur les méthodes magnétiques utilisées dans les verres, donc principalement RMN et RPE pulsé. Et ça, c'est juste un exemple sur les ions ytterbium 3+, hein, sur des verres fluorophosphates avec des compositions assez complexes. Donc là, en fait, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, donc ce sont des spectres à score et ils ont pu, justement, en faisant varier les compositions des verres, ils peuvent mettre en évidence donc les premiers voisins qui interagissent avec la terre rare, qui peuvent être justement les ions, les atomes de scandium, l'aluminium, le phosphore et le fluor. Donc ça, donc je vous renvoie à ce papier de revue qui est intéressant pour ça. Alors à présent, je vais passer sur la dernière partie de l'exposé qui concerne donc les défauts paramagnétiques. Alors tout d'abord, effectivement, je vais dire un petit. J'ai repris ce schéma d'une thèse que je trouvais assez clair pour juste vous dire en un mot qu'est-ce qu'un défaut paramagnétique. Donc ces défauts sont formés donc, sous irradiation de type ionisante, hein, irradiation, ça peut être laser ou effectivement avec des électrons ou des gamma. Donc le principe est toujours le même. On va donc effectivement former ce qu'on appelle donc, des paires électrons-trous ou des excitons. Donc vous avez effectivement le passage d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction. Et très rapidement, en fait, on va former des excitons autopiégés dans le gap. Donc, on va vraiment avoir des niveaux d'énergie qui vont apparaître dans le gap. On le voit hein, sur les spectres d'absorption. Et le piégeage, notamment, effectivement, par exemple, dans la silice, d'un trou au voisinage d'un oxygène donc, qui est sur la liaison silicium-oxygène-silicium, va engendrer des distorsions de ces liaisons qui vont aboutir jusqu'à justement la rupture de ces liaisons SI-OSI. Et on va pouvoir, par exemple, créer ces deux types de défauts qui sont classiquement observés dans la silice. Hein, quand on irradie de la silice, c'est ce qu'on peut observer. Donc, un centre prime, qui correspond en fait à une lacune d'oxygène au voisinage d'un silicium qui a piégé un trou. Donc, vous voyez effectivement cette petite flèche dans les orbitales sp3 du silicium qui correspond à un électron non apparié. Donc, c'est pour ça que en fait, ce centre est dit paramagnétique. C'est pour ça qu'on va pouvoir le détecter par RPE. Et vous avez également la création ici de ce qu'on appelle un non-bridging oxygen Hall center. Donc, c'est justement, c'est un oxygène non pontant qui a également piégé un trou. Donc, on va pouvoir détecter ces défauts par résonance paramagnétique électronique. Et je dirais même que
la RPE, dans ce cas-là, va vraiment être la technique de choix pour identifier les défauts paramagnétiques, parce que comme on va pouvoir le voir, même si les défauts engendrent énormément, ont des bandes d'absorption, hein, donc on peut utiliser aussi les techniques optiques d'absorption optique, mais également de luminescence. Il y a un énorme recouvrement souvent entre les bandes d'absorption, donc c'est pour ça que la RPE est beaucoup plus pertinente. Alors, je ne vais pas vous imposer de vous parler de toute la zoologie des défauts dans les verres, parce qu'il y en a énormément, et puis ce sera un peu indigeste. Donc, je vous ai juste représenté ici les 3 principaux défauts paramagnétiques, hein, parce qu'il y a également des défauts dits diamagnétiques qu'on ne peut pas observer par RPE dans la silice. Les 3 principaux défauts paramagnétiques de la silice. Et il faut savoir que chaque formateur de réseau a également des défauts qui lui sont propres. Et donc, on va avoir des défauts associés au bore, à l'aluminium, au germanium, et également au phosphore. Alors, le phosphore, je voulais quand même en dire un petit mot. C'est pour vous montrer qu'en fait, que toute cette science, qui est quand même relativement vieille hein, maintenant, des défauts, il y a toujours des choses également quand même à comprendre. Et il y a toujours des avancées récentes. Donc, je voulais vous donner l'exemple du phosphore. Donc, il faut savoir qu'il y a 7 types de défauts paramagnétiques associés au phosphore hein, qu'on peut former sous irradiation dans des verres phosphates. Donc, quand vous irradiez des phosphates, vous pouvez avoir jusqu'à 7 types de défauts paramagnétiques, ce qui donne des spectres RPE très compliqués. Vous voyez, effectivement, ce sont des spectres où il y a énormément, il y a toutes les signatures des défauts. Et la particularité des défauts associés au phosphore, c'est qu'on a un signal hyper fin, et donc, on a des doublés. Donc, puisque le spin nucléaire du phosphore, c'est un spin 1,5, on a des doublés. Et comment on identifie ces défauts associés au phosphore? En fait, on regarde l'écart entre ces 2 composantes et grâce à la constante de couplage hyper fin, on va pouvoir identifier quels défauts on a. Alors, ce travail d'identification des défauts, il a beaucoup été fait dans le passé par David Griscom, hein, qui a vraiment apporté énormément à la communauté des défauts et de la RPE. Vous voyez ici un petit tableau qui a pu identifier les précurseurs, si c'est un piège à trous ou un piège à électrons. Mais néanmoins, parmi tous ces défauts, il y avait un défaut qu'on appelle le défaut P3, qui est caractérisé justement, donc là, je vous ai représenté la constante de couplage hyper fin. Hein, vous voyez qu'effectivement, c'est ce que je vous disais, entre un défaut P1, un défaut P2, un défaut P3, vous voyez que les constantes de couplage hyper fin sont différentes. Et dans la littérature, en fait, jusqu'à présent, ce défaut P3 qu'on observe dans des verres phosphates qui contiennent des alcalins en général, il avait été évoqué en fait il y a très longtemps, mais personne n'avait aucune idée de la structure de ce défaut. Donc c'est pour vous montrer que récemment, on a pu faire une étude par calcul. Je voulais juste vous montrer que justement, les calculs ab initio pouvaient vraiment apporter énormément encore dans ces identifications de défauts ponctuels. Donc ça, c'est un travail qui a été fait donc par mon collègue Luigi Giacomazzi et puis également Nikita Shlebanov, puisqu'il a fallu effectivement, avant de pouvoir générer des lacunes, etc., avoir une cellule de verre assez propre. Donc on a obtenu par dynamique moléculaire. Hein. Donc ça, c'est un verre de P2O5 auquel on a rajouté des atomes de sodium. Et ensuite, donc, Luigi, par calcul ab initio, a pu justement générer donc, des lacunes d'oxygène et regarder en fait la signature de 2. Il a pu mettre en évidence 2 types de défauts P3. Donc, ce sont des phosphores tricoordonnés avec plus ou moins d'oxygène pontant ou non pontant. Et il a pu mettre en évidence que selon la structure qu'on générait, la constante de couplage hyper fine pouvait effectivement beaucoup varier. Et donc, il a pu arriver on a pu comprendre aussi pourquoi on avait des disparités dans la littérature sur ces constantes de couplage, parce qu'elles sont effectivement très dépendantes de la structure de ce défaut. Voilà, alors, juste pour, comme je vous le disais, en fait, ces défauts ponctuels, ils vont engendrer tout un tas de bandes d'absorption, en fait. Donc, vous voyez, hein, que ce soit donc, pour la silice, GO2 ou des verres phosphates, vous voyez la quantité de bandes d'absorption dans toute la gamme du visible jusqu'aux proches infrarouges. Et vous voyez également le recouvrement de ces spectres, de ces bandes d'absorption. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout évident d'identifier ces défauts par absorption optique. Et c'est aussi pour vous dire que ces défauts, ils vont poser un très grand nombre de problèmes, notamment pour l'utilisation des fibres optiques
dans des milieux radiatifs. Bon, en effet, vous savez que les fibres optiques sont particulièrement utilisées. Déjà, certaines fibres sont des capteurs de température ou de pression, donc dans des installations de type nucléaire, ou également sont envoyées dans l'espace. Donc, ce sont des environnements radiatifs qui vont générer donc une dose d'irradiation. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va former donc, ces défauts ponctuels et il va y avoir ce qu'on appelle de la RIA, donc de l'absorption radio-induite, donc qui augmente généralement, bien sûr, avec la dose d'irradiation. Et la production de ces défauts va perturber la transmission des fibres. Donc, il y a tout un... Donc, il y a des équipes en fait, qui travaillent là-dessus, notamment l'équipe de Sylvain Girard à Saint-Étienne. Et il faut voir que c'est assez compliqué finalement pour prédire le comportement des fibres, puisque cette absorption radio-induite va dépendre à la fois de la dose, du débit de dose, de la température, de la composition de la fibre. Comme je vous l'ai dit, selon le type de dopant, on ne va pas avoir le même type de défaut. La présence d'impuretés également va perturber, va modifier la formation des défauts, les OH, le chlore, l'histoire thermique de la fibre et également le fibrage. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas du tout très simple finalement de savoir finalement comment va se comporter la fibre dans tel type d'environnement ou pas. Et je voulais également dire un tout petit mot sur l'impact de ces défauts toujours dans les fibres, mais cette fois ce sont les fibres laser d'Opéter rare. C'est ce qu'on va appeler le photodarkening. Donc, il y a eu beaucoup d'études il y a une dizaine d'années là-dessus, sur ce phénomène. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, le photodarkening correspond à un noircissement du cœur de la fibre et donc dû évidemment à la création de défauts ponctuels. Et ces défauts ponctuels, et donc ça va engendrer très rapidement, en général, au bout de quelques heures, en fait, on va avoir vraiment une détérioration, par exemple, de la puissance de sortie du laser, etc. Donc, c'était une problématique qui maintenant a été partiellement résolue, mais donc les gens ont beaucoup travaillé sur comment limiter la formation de ces défauts. Alors là, je vous présente un aspect des défauts qui est assez négatif, des défauts qui vont nous gêner pour l'utilisation typiquement des fibres optiques, mais il faut voir que dans certains cas, ça c'est juste pour vous donner un autre exemple, dans certains cas, effectivement, les défauts sont notamment à l'origine de la modification de l'indice de réfraction dans les verres, quand on va justement, par exemple, photo-inscrire des verres avec des lasers, donc des lasers typiquement femtose longue ou des lasers UV. Effectivement, on va modifier donc le spectre, on va créer ces défauts, donc il va y avoir des bandes d'absorption. Et donc, vous voyez qu'effectivement, par la relation de Kramers-Kronig, on comprend aisément qu'on va modifier l'indice de réfraction. Alors, il faut savoir que la modification de l'indice de réfraction dans les verres n'est pas due à l'écriture avec l'interaction laser-verre, n'est pas uniquement due à la création de centres colorés. Il y a d'autres mécanismes qui jouent. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, on ne sait toujours pas finalement à quelle hauteur contribuent les défauts ponctuels sur ces modifications d'indice de réfraction. Alors, j'en viens à mon dernier transparent qui concerne la dosimétrie. Donc, en général, effectivement, la quantité de défauts va augmenter avec la dose d'irradiation. Par contre, on a des lois qui ne sont pas très simples. En fait, c'est des lois, la dépendance à la dose, en fait, la quantité de défauts va varier en D puissance N, avec D pour la dose d'irradiation et N en général inférieur à 1. Mais néanmoins, quand on se place à des doses inférieures à 10 degrés, on a une relation linéaire entre la quantité de défauts générés et la dose d'irradiation. Et ça, on a pu le vérifier notamment à des doses relativement faibles, donc des doses entre 0 et 100 degrés. On a une linéarité, donc ça va nous permettre effectivement de pouvoir faire de la dosimétrie et de pouvoir, donc la quantification de ces défauts va nous permettre d'évaluer une dose d'irradiation. Donc, je vais justement passer la parole à François, puisque c'est de ça dont il va vous parler à présent. Donc là, c'est vraiment une application des verres qui est très, très particulière et un peu exotique par rapport à tout ce que vous faites dans votre association. Donc, moi, je travaille à l'IRSN. En fait, je travaille surtout sur les accidents d'irradiation et on cherche en fait des méthodes pour quantifier les doses reçues. Donc là, on parle de doses relativement élevées. Alors, pas élevées par rapport aux verres, mais par rapport aux humains.
et des doses qui mènent en fait à ce qu'on appelle des effets déterministes, c'est-à-dire des effets qui apparaissent à un seuil de dose précis. Donc, on n'est pas du tout sur des effets stochastiques comme les effets cancer où on parle juste de probabilité. Là, à une dose donnée, on a tous en fait la même probabilité d'avoir un effet. Donc là, vous avez des photos qui sont, je suis désolé, mais c'est la réalité de ce sur lequel on travaille. Donc là, c'est typiquement des nécroses de tissus ou de tissus mous, de tissus osseux, quoi. Donc on a quand même régulièrement, nous à l'IRSN, on a régulièrement impliqué dans la gestion médicale de ces irradiés. Donc, il n'y a pas tellement d'accidents en France, mais on a un centre de référence au niveau international. Donc, on est régulièrement contacté par l'AEA pour la prise en charge médicale. Et nous, ce qu'on apporte à l'IRSN, c'est aux équipes médicales, c'est une estimation de la dose, parce que l'estimation de la dose permet d'avoir un diagnostic, un pronostic, et de définir en fait une stratégie thérapeutique pour les soins, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important, parce que ces effets apparaissent tardivement. Donc, des fois, au bout de quelques jours, ou voire peut-être de quelques semaines dans certains cas. Donc, de savoir, en fait, la dose permet de savoir quel effet on s'attend et de traiter au plus tôt. Et plus on traite tôt, plus il y a une chance d'issue favorable, en fait, au niveau de la personne. Et l'autre thème sur lequel on travaille beaucoup, c'est le terrorisme radiologique, typiquement la source dans le métro. Donc, on pourra avoir des dizaines, des centaines de milliers de personnes potentiellement exposées. Et parmi ces personnes, il faudrait identifier celles qui ont reçu une dose significative qui nécessiterait une prise en charge médicale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des traitements en très, très petite quantité, des traitements qui ont des effets secondaires. Donc, en fait, il faut vraiment être sûr que la personne a besoin de traiter. Donc, on ne peut pas faire des traitements larges sur une grande population. Ce n'est pas possible. Donc, il nous faut faire ce qu'on appelle un tri de population. Et ça, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le faire. Et peut-être que les verres, notamment les verres de smartphone, seront des techniques qu'on utilisera à l'avenir. Donc, en plus de la RPE, moi, je travaille surtout sur la RPE. En fait, il y a d'autres techniques pour estimer les doses. Donc là, c'est juste pour un peu la culture générale. Donc, on peut effectivement se baser sur les signes cliniques, mais ce n'est pas très, très précis. Quand on a une connaissance précise de l'irradiation, la distance, le type de source, le temps d'irradiation, ainsi de suite, on peut reconstituer l'accident, soit avec des mannequins ou avec des techniques de simulation. Sur un prélèvement de sang, dans les lymphocytes notamment, en regardant justement les aberrations chromosomiques dans les cellules sanguines qu'on a mis en culture, la fréquence d'aberration chromosomique peut être, on peut avoir une relation avec la dose et donc déterminer une dose dans le sang circulant. Et les autres techniques, ce qu'on appelle une technique de dosimétrie introspective ou d'accident, notamment la RPE, ou les techniques de luminescence stimulées thermiquement, optiquement sur certains matériaux, permettent de remonter aussi à une dose délivrée dans un matériau qui soit biologique ou un matériau porté par la personne. Donc là, je vous ai mis un peu tous les matériaux qu'on utilise en RPE. C'est une technique qui est très versatile, qui permet d'utiliser ce qu'on trouve en fait sur les personnes. Donc, le meilleur matériau, c'est l'émail dentaire. On travaille beaucoup sur les tissus osseux. Et on cherche aussi des matériaux qui sont susceptibles d'être portés par les personnes. Et donc, on a travaillé dans le passé sur les verres de montre, les écrans des téléphones portables. Et c'est vrai que dans les années 2010, quand on a commencé à voir les écrans tactiles et les smartphones, donc on a étudié, en fait, on était les premiers à étudier les verres des smartphones, notamment le verre de l'écran tactile. Et ce qui s'avère être plutôt intéressant d'un point de vue de dosimétrie. Et comme tout le monde est équipé d'un smartphone, quasiment toute la population, donc on a en fait une dosimétrie fortuite en fait, sur la plupart des personnes qui sont susceptibles d'être exposées, notamment dans le cadre de la malveillance. Donc, le principe de la dosimétrie tel qu'on fait, donc en fait, on a des défauts qui sont mis en quantité proportionnelle à la dose. Là, vous voyez en fait l'effet à très forte dose, on a un noircissement du verre, donc fait de la présence des défauts. Et en fait, l'intensité du signal RPE peut être proportionnelle à la dose délivrée. Et comme le disait Nadège tout à l'heure, on a en fait une relation entre cette intensité et la dose qui peut être linéaire dans les plus basses doses. Comme vous voyez ici, en fait, là, on est en grès. C'est des joules par kilogramme. On est capable de descendre à des niveaux de dose en fait, qui sont exactement ce qu'on veut regarder par rapport aux effets biologiques. Donc, nous, les effets qu'on va regarder pour des irradiations corps entier, c'est entre 0 et 4 ou 5 degrés. Et localement, on peut avoir des irradiations très localisées. Ça peut être des centaines de degrés, voire des milliers de degrés dans certains cas. Donc, on a commencé ce travail il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Au début, on avait regardé un peu plus les LCD, les petits téléphones, donc les matrices actives ou passives. Passives, c'est des verres de silice classiques, verres de bine, des verres pseudo-calciques. Je ne vais pas en parler, il n'y avait rien de très, très notable dessus, ça marchait plutôt pas mal. Et les matrices actives, c'était plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de composants dessus.
Et très rapidement, on a dérivé vers les écrans tactiles et aussi les coques, parce que maintenant, on a des téléphones avec des coques qui sont en verre trempé également. Donc ça, c'est intéressant pour l'aspect tri de population. Vous pouvez voir sur le spectre à droite de RPE, on a comme une signature particulière de l'irradiation. Donc, on a des défauts induits qui donnent en fait une signature qui permet ensuite de faire une quantification de la dose. On a des difficultés, c'est quand même des produits technologiques qui sont en constante évolution. Donc, on a plein de fabricants différents, avec des nouvelles générations tous les 2 ans à peu près. On a une grosse variabilité a priori des compositions et donc des propriétés dosimétriques. Donc, ça veut dire qu'il faut on continue à étudier tous les verres qui sortent. Et puis, on a le problème du prélèvement du verre au jour d'aujourd'hui avec quelques milligrammes, donc un petit prélèvement dans un coin du téléphone, on peut faire une dosimétrie. Mais le mieux, ce serait de prendre le téléphone, de le mesurer et de le rendre sans avoir à le détruire, sachant que le prélèvement lui-même, sur du tri de population, on aurait des centaines de millions de personnes, enfin milliers, à trier. C'est un goulot d'étranglement. Donc, en fait, là, on a récemment eu un financement de la part de BPI pour développer une petite machine RPE, une petite bande de mesure qu'on pourrait déployer au niveau des hôpitaux qui permettra en 5 minutes de savoir si la personne a été exposée ou pas. Donc, on a aussi beaucoup de composantes parasites dans ces verres, enfin, des composantes RPE. Qui se superimposent des fois aux signaux de défaut d'irradiation, et puis des petits problèmes aussi de stabilité thermique. Il y a des défauts qui sont plus ou moins stables dedans. Donc, je fais juste une petite revue de là où on en est au niveau de nos études. Donc, alors, dans la plupart des verres, on a des signaux avant irradiation, ce qui n'est pas une très très bonne chose pour nous, et surtout quand ces signaux apparaissent aux mêmes valeurs de G que les défauts radiants. Donc, on a une variation linéaire avec la dose qui est très sympa pour faire l'estimation de dose. On a des signatures en fait, qui sont multicomposantes. Ça, on voit très bien en faisant varier des paramètres de mesure ou en faisant justement des chauffages des verres. Mais on a quand même une large variabilité des signatures sur ces verres d'écran tactile ou même les protections qui peuvent être ajoutées sur les écrans, qui sont aussi un autre matériau qui pourrait être utilisé. Et on a attribué une partie de ces signaux qu'on peut observer aussi avant une irradiation qui pourrait être due à l'influence des UV. Et les UV, malheureusement, donnent aussi des signatures qui peuvent être en partie similaires aux signaux radiants. On a des limites de détection qui sont très compatibles avec ce qu'on veut faire, donc 0,5 degrés. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trier les gens en dessus ou au-dessus de degrés, en fait, qui est notre limite, sauf pour la dernière version qui était produite par Gorilla, là, le Victus, en fait, où là, on est quasiment 5 fois moins sensible qu'avec les autres. Donc là, c'est juste pour vous montrer, vous voyez les différentes, là, c'est l'exemple du Gorilla Glass de Corning. Donc, vous avez là les différentes générations et vous pouvez voir la variabilité. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour une même génération, en fait, on a des signatures qui peuvent être très, très différentes. On voit, par exemple, pour le Gorilla Glass 2, là, notamment à plus bas champ, on a une petite composante. Et cette composante, dans le cas du haut, c'est a priori une présence d'aluminium qu'on ne retrouve pas dans celle du bas. Et en fonction des générations, on peut observer des signatures identiques. Donc, ce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est des variations de composition à l'intérieur des batchs pour une même génération, ou alors c'est qu'on a mal identifié la génération de verre, ou est-ce que c'est la contrefaçon de la part des fabricants, ou est-ce qu'il y a eu des remplacements? Parce qu'on travaille à la fois sur des téléphones qu'on récupère, donc qui ont été utilisés, et des téléphones neufs en fait, qu'on sacrifie en fait, pour nos études. Donc, par contre, les dernières générations de verre ont des signatures très, très différentes des 4 premières générations de verre où on avait quand même, en fait, on va dire, deux ou 3 familles. Donc, dans tout le travail qu'on va faire, notamment si on veut faire la mesure un peu automatisée, il faut qu'on caractérise toutes ces familles de verre d'un point de vue dosimétrique et d'un point de vue aussi composante pour extraire la composante qui va nous intéresser, donc celle qui est reliée à la dose. La stabilité, en fait, c'est plutôt pas mal comme matériau, même des téléphones qu'on a irradiés il y a 2-3 ans, on arrive encore à mesurer un signal assez intense dessus. Mais on a des petites pertes d'intensité plus ou moins importantes en fonction de la génération, le Victus ayant une perte plus importante que les autres, ce qui induit en fait une incertitude si on ne connaît pas le moment où a été exposée la personne. Donc, on a des composantes qui sont plus ou moins stables dedans, ce qui nous permet, par exemple, de pouvoir séparer les composantes principales à terme. Donc, en chauffant, en fait, on peut éliminer une partie des composantes les plus instables. Et là, sur le graphique de gauche, vous voyez un verre qui a été chauffé à 80 degrés et à 280 degrés. On peut voir qu'il y a dans la partie centrale du spectre, il y a une composante instable qui a été éliminée. Et quand on fait une mesure en quadrature de phase qui permet de sélectionner en fait, les défauts avec les temps de relaxation les plus longs,
on arrive à mesurer directement sur le verre qui a été chauffé à plus basse température la composante stable par ce biais-là. Et en fait, ce qu'on mesure en quadrature de phase ou à haute température, c'est ce qu'on aurait mesuré 6 mois ou 1 an après une irradiation, c'est-à-dire uniquement la composante stable. Donc là, c'est des signatures aussi en fonction de la température. Donc ça, sur des isochrones, on augmente la température progressivement et on peut voir qu'on élimine justement les composantes les plus instables pour ne garder à la fin que les composantes stables, ce qui permet en fait, à la base, on avait un spectre composite, donc d'avoir un spectre avec une composante unique, de la soustraire au spectre initial et du coup, comme ça, de déterminer 2 composantes principales qu'on utilise après pour faire la simulation. Et là, vous pouvez voir sur le graphique de droite le résultat de la simulation qui permet de fitter assez bien en fait, un spectre réel. Et du coup, d'avoir des informations sur les 2 composantes. Donc, on voit très bien qu'il y en a une qui décroît très rapidement avec la température et une où on a une décroissance qui commence à partir de 200, autour de 220 degrés, ce qui est en fait qui nous permet d'identifier un peu mieux le défaut. On peut identifier par rapport au G, par rapport justement à ces températures sur l'isochrones. Donc, en fait, c'est comme des éléments de carte d'identité d'un défaut. Et plus on a d'éléments, plus on arrive à faire des hypothèses qui tiennent la route sur la nature du défaut. Donc, malheureusement, les UV donnent des signaux. Donc, vous voyez sur la génération 3 du courant et de la glace, là, on génère un signal UV qui est en partie identique au signal d'irradiation. Donc, la partie la plus à gauche n'est pas générée par le signal UV. Du coup, c'est sur cette partie-là qu'on va se concentrer pour faire la dosimétrie, parce que ce signal, là, à plus bas champ, c'est vraiment une signature de l'irradiation au rayonnement ionisant. Dans certains cas, ça ne se superpose pas. Donc, on a comme la dernière génération, la génération 5, on a un signal UV qui se trouve à proximité. Là, on a regardé sur des téléphones qui étaient usagés et on voit en fait ce que vous voyez à droite, là, sur des téléphones qui sont usagés. Par exemple, là, on voit à droite le rouge. On a une signature qui est assez intense, beaucoup plus intense qu'un téléphone neuf. Et du coup, ça, a priori, ça viendrait de l'exposition à la lumière du jour, à des sources de lumière artificielle de type néon. Donc, les UV, c'est un gros souci en fait, pour nous dans certains verres. On a été capable d'identifier un peu certains défauts dans ces signaux UV, notamment, puis de pouvoir les simuler. Et ça nous donne en fait des valeurs de G qui sont compatibles avec ce qu'il y a dans la littérature, et notamment pour certains types d'électrons piégés dans une lacune d'oxygène qui sont uniquement créés sous irradiation UV. Donc là, ce qu'on voit, c'est on a regardé aussi comment étaient distribués ces défauts induits par les UV. Et là, ça vient d'un papier d'un collègue, mais on a le même type de données. On voit qu'en fait, on a plus de défauts liés aux UV sur les bords de ces téléphones. Et en fait, c'est compatible avec la méthode qu'on a de coller ces verres sur les téléphones, parce qu'en fait, on utilise les UV pour polymériser l'école. Et le rayonnement UV est plus important en fait, sur les bords pour coller les écrans. Donc, si on doit faire des prélèvements, ce sera donc plutôt au centre, ou une mesure non destructive, ce sera plutôt au centre des écrans. Donc, les UV aussi, ça c'est un phénomène qui est assez intéressant, c'est-à-dire vous faites une irradiation gamma, vous exposez les UV et en fait, vous éliminez en fait les composantes instables avec les UV. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans beaucoup de matériaux. Et l'autre chose qui est assez notable aussi, c'est que après l'irradiation gamma, si vous le laissez dans le noir, en fait, le signal est complètement stable et la décroissance du signal commence au moment où vous exposez l'échantillon à la lumière. Ça, c'est la physique derrière, moi, je ne l'ai pas encore comprise, mais c'est très, très notable par rapport à beaucoup de matériaux. Donc là, on va finir. Là, donc, la petite conclusion, c'est que c'est vrai que ces verres alcalis aluminisilicates, en fait, c'est quand même intéressant pour la dosimétrie d'accident, notamment pour toute population, mais ça reste quand même très, très complexe. Et on a des comportements assez inhabituels par rapport à l'irradiation. Alors, on va partir sûrement sur des méthodes de machine learning pour faire de la quantification automatisée, de la classification. Donc là, il nous faudra beaucoup de matière et beaucoup de spectres, bien sûr, mais on a des lecteurs avec des passeurs automatiques. Puis il y a toute cette problématique des UV qui reste encore à traiter. Et le gros problème, c'est la variabilité qu'on a à large échelle qu'il faudra regarder. C'est vrai que sur les dernières générations de verres, on espère que les futures générations seront un peu plus sensibles au rayonnement. C'est vrai que sur la dernière génération, on a un petit problème de sensibilité. Ce n'est pas sûr qu'on puisse faire de la dosimétrie avec. Donc, il y a toute cette problématique de variation de composition dans des éléments, dans les badges, qu'il faudra qu'on regarde d'un petit peu plus près.
Et puis, l'étude des effets de la composition avec des verres qu'on va fabriquer pour essayer de mieux comprendre, en fait, notamment des éléments qui sont en l'état de trace, comment ça peut jouer en fait, sur la formation des défauts. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci François pour cet exposé. Donc, nous avons le temps là, de prendre quelques questions. Moi, François, j'avais une question à te poser. On voit bien que tu as montré, hein, il y a des problèmes de dispersion des signaux en fonction que tu sois sur le bord ou sur le centre de ton smartphone. Je voulais savoir si vous vous étiez lancé dans des techniques d'imagerie justement pour voir un petit peu cette hétérogénéité en fait, de distribution des défauts. Et si vous aviez essayé aussi de faire des techniques pareilles d'imagerie un peu plus sophistiquées, de voir au niveau spectral spatial si effectivement vous avez des localisations plutôt préférentielles de certains types de défauts ou pas du tout en fait. Alors non, on n'a pas encore fait ce type de manip, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que là, comme on est assez sensible, on peut se permettre de prendre vraiment des petits échantillons et du coup de vraiment cartographier, mais c'est vrai qu'avec des techniques d'imagerie, notamment comme en RPE pulsé, on pourrait avoir une bonne résolution et du coup ça pourrait vraiment apporter quelque chose. Après, ce qu'il faut qu'on regarde, parce que sur ces verres, il y a aussi des traitements de surface. Donc, ça, c'est la prochaine étape aussi, c'est de regarder un peu si ces traitements de surface ont un impact en fait, sur le verre. Ça veut dire que peut-être qu'un traitement chimique, typiquement de l'acide fluorhydrique, pourrait aussi être utile pour différencier ce qui vient de la surface et ce qui vient vraiment de dessous la surface en fait, dans le verre. Mais potentiellement, l'imagerie pourrait faire ça aussi. Je vais poser une autre question, mais à Nadège cette fois-ci. Est-ce que tu penses que de monter en champ en RPE, puisque la RPE se fait à des champs variés, est-ce que tu penses que ça peut avoir un intérêt ou est-ce qu'il y a de la littérature, ce que je n'ai pas vraiment regardé, c'est-à-dire de monter jusqu'à ce qui se fait à peu près commercialement aujourd'hui, hein, 263 GHz. Tu veux dire dans l'absolu ou sur des défauts Dans l'absolu, en fait. Bah, écoute, je pense que sur les défauts, on avait juste le petit recul, enfin, on avait juste fait, je crois, de la bande Q, peut-être des essais de bande L, il me semble, François, mais bon, ça fait assez longtemps. Et c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de littérature là-dessus, mais pourquoi pas, effectivement, à mon avis, c'est des choses qu'il faudrait essayer, parce qu'effectivement, on a vraiment toujours cet overlap entre toutes ces composantes. Et du coup, donc, moi, je vois l'avantage, c'est que on voit bien quand là, on est sur ce que tu as montré, hein, d'ailleurs, ce qu'on avait fait à l'époque, tu es sur des verres un peu binaires, hein, en termes, quand tu as de l'aluminium, tu as du phosphore. C'est deux, on va dire, deux ions qui, au niveau fréquence nucléaire, se séparent très bien. On sait que quand on va monter en champ, on va séparer encore plus toutes ces fréquences nucléaires. Et typiquement, l'un des gros problèmes qu'on a toujours en RPE impulsionnel, c'est de discerner le sodium de l'aluminium, puisque oui, d'accord, tu pensais à ça. C'est des fréquences de résonance qui sont à peu près identiques. Par contre, tu vas monter à très haut champ. Donc voilà, je voulais voir si par rapport, je dirais, aux problématiques. Oui, je n'avais pas compris ta question, effectivement, en RPE. Parce qu'en RPE impulsionnel, je ne savais même pas que c'était possible d'en faire avec ces fréquences-là. Oui, il y a 34, 95, 263. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Mais ça se fait en France ou 95, jusqu'à 95, oui. Jusqu'à 95, d'accord. Et 263 bientôt. Ah, okay. Oui, là-dessus, je pense qu'effectivement, ça aurait un intérêt, effectivement. Un peu comme en RMN, effectivement, de pouvoir mieux séparer les fréquences. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier nos deux orateurs, Nadège et François. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Merci à tous.